En 2002, dans le bourg de Guanting du district autonome des ethnies Hui et Tru de Minhe, de la province du Qinghai, les archéologues ont découvert un bol de nouilles de millet préparé par des ancêtres il y a 4000 ans. À cette époque, les Chinois faisaient déjà des nouilles. Et Guanting, petit bourg de l'ouest du plateau du Qinghai, est devenu célèbre pour la découverte de ce premier bol de nouilles du monde. Pour les Tru qui habitent dans ce bourg ancien, les pâtes ne sont pas seulement un plat principal, mais aussi un héritage culturel qui a traversé les millénaires. Le bourg ancien de Guanting se situe dans le district autonome Hui et Tru de Minhe, dans la province du Qinghai, à 200 km de Xining. Il se trouve sur la rive nord du fleuve Jaune, qu'il sépare de la province du Gansu. Le bourg abritait un embarcadère important qui reliait le plateau du Qinghai-Tibet et l'intérieur du pays. À 4 h du matin, la famille de Lu Xiaoming, qui habite dans le bourg ancien, se lève et se met au travail, faire du feu, préparer les pâtes. Ils doivent faire des préparations pour Nadun, la fête la plus importante de l'année pour les Tru. 这个土族过纳顿节的时候啊，还不光是这个就是跳纳顿、跳舞挪戏、跳挪舞啊，还有就是大家就是每家每户，还有亲戚们要到这家里来。家里来嘛，我们是北方民族，这是主要是以面食为主，哎，蒸大蒸饼，再一个做面条。但是我们的面条是就是不像机器面，就那不行，要自己要擀上，擀上以后呢，擀上以后要切上，切上以后就是这个面条是特别好吃。Lors de la fête de Nadun, les Tru du bourg préparent des banquets copieux. De plus, ils exercent la danse Nadun à midi sur le champ de dépiquage du bourg. Lu Xiaoming est l'un des danseurs principaux de la danse Nadun. Son chant est célèbre dans les villages aux alentours. 纳顿是土族人的一种团顿节日。纳顿什么意思呢？纳顿就是娱乐、玩耍的意思。哦，纳顿节在那个土族当中是个什么样的节日？他每年呢举行一次，从农历的7月12一直到9月15，历时63天，被称为被称为世界上最长的狂欢节。哦，那就跟那个汉族人过春节一样。他比春节还有重要。是吗？他比更有重要。他一个村一个全村都在欢乐的跳。对，都在穿起了盛装跳舞。对，再跳一跳。La danse Nadun ressemble à celle que les habitants de l'intérieur du pays dansent lors de la fête des lanternes. La fête Nadun a lieu à l'occasion de la moisson en automne. C'est une fête traditionnelle pour fêter la récolte. Bien qu'il ne soit pas encore l'heure du déjeuner, on a déjà bu plusieurs bols d'alcool. Lu Xiaoming nous dit que cet alcool est fabriqué avec de l'orge du Tibet qu'ils ont récolté. Pour les paysans qui ont travaillé dur au champ pendant toute l'année, la récolte est la meilleure des récompenses. Les Tru âgés crient donc très bien plusieurs fois, ce qui exprime à la fois la reconnaissance pour la bonne récolte de cette année et l'espérance d'une bonne semence pour l'année à venir. Le bourg de Guanting se trouve sur le plateau du Qinghai-Tibet. En raison du climat et de l'environnement, la culture principale est le blé. Par conséquent, la structure alimentaire des Tru est différente de celle des habitants de l'intérieur du pays. Le mouton et les pâtes sont à la fois la nourriture de base et le plat principal. Pour les femmes, les pâtes sont leur spécialité. La grande galette que la famille de Lu Xiaoming est en train de faire s'appelle le gâteau de la lune chez les Tru. On en consacre aux dieux lors de la danse Nadun. Et il est ainsi utilisé pour donner aux hôtes au cours de la fête. Cette étuve à vapeur, dont le diamètre dépasse 50 cm, contient seulement une grande galette à la fois. Il nous semble que la galette est trop grande. Est-il nécessaire de les faire si grandes? D'après Lu Xiaoming, ce n'est pas pour avoir une bonne présentation. Lors de la fête, tant de proches viennent à la maison, il faut au moins 20 ou 30 galettes.
Pour fabriquer des galettes, en plus de la cuisson à la vapeur, les trous ont une autre méthode intéressante. Ils coupent la pâte préparée en plusieurs morceaux et les mettent dans un chaudron spécifique en fer. Puis ils font cuire les morceaux de pâte à feu doux sur du feu de bois et d'herbe dans l'âtre. Les galettes cuites ainsi sont croustillantes à l'extérieur et tendres à l'intérieur. Toute la famille de Lu Xiaoming travaille de bonne heure dans le but d'offrir un banquet aux hôtes venus de loin lors de la fête Nadoun. Quand on bavarde, ils ont déjà servi les plats préparés à table. Au cours du banquet, Lu Xiaoming chante la chanson traditionnelle des trous en servant aux hôtes 3 verres d'alcool d'orge du Tibet qui apportent le bonheur. Pour exprimer le respect envers les hôtes, Lu Xiaoming doit servir debout, alors que les hôtes doivent être assis. S'il se levait, il devrait boire à nouveau 3 autres verres. Au cours de la fête, il n'y a que du mouton et des pâtes à la table du banquet chez les trous. Parce que pour eux, ces deux choses ne sont pas seulement des aliments. Ils témoignent en effet aussi de l'histoire de leur ethnie. Quelle est cette histoire? Guanting, ce petit bourg de l'Ouest, fait preuve de la rusticité et de la sobriété du Nord-Ouest. Les maisons du bourg aux murs en pisé nous imprègnent d'une ambiance qui rappelle celle du désert de Gobi. Les trous habitant dans le bourg font partie de l'ethnie minoritaire de Chine, dont la population est la moins nombreuse, soit 200 000 individus au total. 90% d'entre eux habitent le district de Minhe et le district de Ruzhou dans la province du Qinghai. D'après des études, les ancêtres des trous sont les habitants du royaume Tuyuhun, qui y ont emménagé de l'est du Liaoning et qui régnaient sur le plateau du Qinghai il y a un millénaire. Tuyuhun est une branche de la tribu Muzhong des Xianbei. Tout en conquérant le Qinghai, ils ont accepté petit à petit le mode de vie du plateau. Ils ont commencé à utiliser la houe et la charrue. Et ainsi est née une nouvelle ethnie du plateau, les trous. Jusqu'à nos jours, dans la danse de Nadoun, nous constatons encore des traces de la danse du chaman. Bien que cette fête célèbre principalement la bonne récolte, nous trouvons aussi l'ombre d'une tribu nomade. Il semble que les sabres dans la danse rappellent que les trous étaient une ethnie qui se déplaçait à cheval. Maintenant, les trous ont dit au revoir à la vie nomade, mais ils gardent l'habitude de manger du mouton. De plus, ils préfèrent le mouton mangé à la main. C'est un plat important de la steppe. Lors de la préparation du mouton, les trous préfèrent la cuisson nue, c'est-à-dire qu'on utilise la méthode la plus simple pour mettre en relief le goût du mouton. Ici, pour manger du mouton, il suffit d'une marmite d'eau de source et seulement d'une poignée de sel. Le mouton du Qinghai était offert spécialement à la cour impériale dans l'Antiquité. Quand Kubilai Khan est entré à Beijing, il a désigné le mouton du Qinghai comme viande réservée à la cour impériale. Au début de l'automne, les herbes sont prospères et les moutons sont gros. C'est une bonne occasion de manger du mouton tendre et délicieux de Qinghai. La cuisson nue met pleinement en avant le goût délicieux du mouton. La source mystérieuse du temple Tili, décrite par Lu Xiaoming, attire notre curiosité. En fait, dans une petite vallée pittoresque en dehors du bourg, il y a 11 sources médicinales. D'après Lu Xiaoming, le culte que les trous vouent à cette source remonte à plus d'un millénaire. Ce culte de la nature fait preuve de l'influence du chamanisme.
这个叫泉水呢，据西宁府续志记载，这个叫泉水呢，饮之余味极。就这个水啊？啊，就这个水，看怎么样？气泡啊！哎，就是你看，和水有些不一样，对对吧？像那个汽水那样的，对，哎，有点气泡，你看，好不好？我试一下。哎，你试一下。哎，这个要说神奇的了，感觉有一股涩味儿。是，就是你要喝起来感觉也不是。它的胜似啤酒啊，还有点比啤酒还好喝，像汽水是吗？哎，是。就这个这个水和那个普通的水有什么不一样？啊，不一样，它这个里含有多种的微量元素。你看我们这里面有好多我们藏区的川藏甘宁的好多，哎，藏区藏族同胞们，哎，都是来喝水。Pourquoi l'eau de la source est-elle si bonne pour l'estomac? Est-ce une observation scientifique? Nous invitons des spécialistes du laboratoire d'examen de la qualité de l'eau du Centre de contrôle des maladies de Minhreux pour analyser les éléments contenus dans la source. 哎，咱们就开始取了，还冒气泡呢，这个。3 jours après, nous nous rendons au laboratoire d'examen de qualité de l'eau du district de Minhreux et prenons connaissance des résultats de l'analyse de la source. 按照矿泉水标准来说呢，它有这个硒，还有偏硅酸，还有有二氧化碳达到国家标准。特别这个硒呢，超过国家标准的是2倍，偏硅酸达到国家标准是4倍，这都是符合矿泉水卫生标准的。它呢，这个硒还有偏硅酸，还有这个有二氧化碳，都对胃肠有保护作用。哈主席啊，哎，你好。这个地方为什么叫官亭？官亭是因为古代啊，这个地方是一个临京古渡，所以呢，走过的这个官员啊，这些僧人呐，相对比较多，叫做黄河临京关。正因为这有了这个渡口啊，这个自汉朝以来呢，近2000年，这个渡口一直在使用。还有唐朝的文成公主金藏和亲，也是从这个临京关渡过来进入青海的。所以呢，在这个官亭的这个地方啊，当时的行政机关呢修了一个亭子，它的取名叫界官亭，因此呢，官亭的地名因此而得名。Le fleuve jaune parcourt le bourg et arrose la terre et ses habitants depuis des siècles. L'abondance de l'eau et du soleil sur le plateau favorise le développement des cultures. Le bourg de Gwanting est depuis des siècles une terre riche et prospère. Le site archéologique de la culture des La se trouve dans le village des La du bourg de Gwanting. C'est le seul site archéologique de grande catastrophe découvert en Chine. Avec les fouilles du site, un objet mystérieux trouvé dans un bol de terre cuite a été exhumé, ce qui a bouleversé le monde de l'archéologie. Mais en raison de son exposition à l'oxygène, le bol mystérieux s'est désagrégé rapidement. Après les analyses et les études sur les éléments restants, on a découvert avec surprise qu'il s'agissait d'un bol de nouilles de millet, préparé par les habitants du bourg 4000 ans plus tôt. Le chef de l'équipe archéologique nous raconte la situation d'alors. 是一个碗，陶碗，齐家文化的，然后倒扣在我们编号为20号房子。揭开的时候发现了，就觉得非常惊讶。我认为老家遗址的面条是基本上可以说是空前绝后，不可能再有这样类似的情况再发现一个。Bien que nous ne puissions pas voir ce bol de nouilles tel quel, sa découverte a permis d'en savoir beaucoup plus sur l'origine des nouilles. De plus, cela témoigne du fait que le bourg de Gwanting était déjà une terre de culture et d'abondance il y a 4000 ans. C'est peut-être en raison de sa prospérité que les Trous, qui avaient immigré de très loin, ont abandonné leur vie nomade, pour finalement venir s'y installer et y développer l'agriculture. Et c'est ainsi que ce vieux bol de nouilles a pu parvenir jusqu'à nous. La passion des habitants de Gwanting pour les pâtes
se reflète dans leur repas quotidien. Nous pouvons voir tant de monde tous les jours. Un bol de nouilles chaudes et délicieuses marque le commencement de la journée pour eux. Dans le bourg de Guanting, il y a un restaurant de pâtes à 2 pas. Dans un bourg pas très grand, il y a tellement de restaurants de pâtes. Nous entrons donc dans l'un de ces restaurants et commandons un grand bol de nouilles. Maintenant, les pâtes ne sont plus faites à partir de millet, comme il y a 4000 ans. Mais pour ces habitants, l'influence des pâtes s'imprègne déjà dans tous les aspects de la vie quotidienne. Elles deviennent même un objet incontournable, lors par exemple d'une cérémonie importante. Voici une cour typique des Trous. À l'intérieur se déroule la cérémonie traditionnelle de mariage des Trous. Pour les Trous, la fête Nadoun signifie bonne récolte et bonheur. C'est un bon moment pour organiser la cérémonie de noces à cette occasion. Ce qui est incompréhensible, c'est que les rôles les plus importants de la cérémonie ne sont pas joués ni par le marié, ni par la mariée, mais par l'intermédiaire qui a organisé la cérémonie. C'est à l'intermédiaire qu'on porte le plus d'attention. Pourquoi ? 这是什么呀？这是一个玄马，它是一个野草，啊，一种野草。野草，哦，就是昨天早上他们去这个山，这上面还有刺呢，啊，对，别动，还有点扎手哈。它就是一个毒性的东西，不能动。这个戴上手套之后才能摘这个东西啊。哦，得戴上手套啊，戴上手套，这个的话你不行，不动的话就手，反正那这个马上就肿起来。这是干什么的呀？它是吃的东西。这吃的呀？这个啊，它是吃的东西。这能吃吗？这个能吃玄马。这就是玄马。完了以后把它拿过来连到锅的，来了以后就晒干了以后磨成这样子，这样就可以炖熟了。哦，这个就是你看，我现在这个最后变成这个样子了。变成这个样子了。哦。完了以后，这个晒干，再经过再晒干，在锅里面再焙干，干了以后，就在这个一个这东西，给它塌的碎碎的，然后再塌成粉末似的。啊，最后就成这样了，是吧？成这样了。然后碾碎了以后，咱们这个是可以怎么吃呢？这个你看啊，这样了以后，完了以后给它用塌的细细的，那就北面吧，就面粉啊，像面粉一样啊，面粉，还有花椒和等等调料，完了以后就是薄薄的那个面，就是擀上这个油饼，就是薄薄的饼子，薄薄的那种啊，薄薄的饼子，就最后做成饼了是吧？啊，饼子卷起来的那个样子好像是跟口袋一样。啊，跟口袋一样，就是这个好像是两边都是开着子，中间一切的话，后面就是两边都是开着子，好像是个背口袋似的。啊，像背口袋啊，背口袋，就口袋就是那个，用毛线织的那个，就是我们这有那个口袋，就是那个口袋。哪一个？那个敲钟了，那就是口袋。就那种口袋。啊，那是口袋，就跟做出来样方是这样子，好像是。你看它的形状好像口袋，就是口袋。这个东西做出来能好吃吗？这个能好吃吗？L'ortie est une plante qu'on trouve facilement en Chine. Comme le dit Dong Seming, avant le traitement, elle est irritante et rugueuse comme du papier émeri. Nous nous demandons s'il est réellement possible d'en faire quelque chose de bon à manger. Quand on entend pour la première fois le nom du sac à dos d'ortie, on n'y comprend rien. Est-ce que c'est un plat délicieux? Quelle relation y a-t-il entre ce plat et la cérémonie de mariage? 啊，来，啊，你看，这是什么呀？这就是刚才不是外面那个磨的那个玄麻粉，这就是我们刚才磨的那个东西。就是外面磨的那个玄麻粉吧？做成那个饼吗？啊，现在就做上饼子了嘛。啊，就是糊在这个上面的东西是吧？里面就卷起来。哦，这样做的，好像是那个口袋似的。哦，这个你尝一下，行，我尝一下。你看好吃不好吃？你先尝一尝啊。看着挺有食欲的这个东西。就是直接这样吃是吗？直接吃。我试一下啊！小心那个控制不了，有点烫。等一会儿我们的那个新郎官还要吃啊，好戏还在后头啊。新郎官要吃这个东西。对。
为什么要让新郎官吃这个东西？新郎官也吃吧，反正他是我们的家里的女婿嘛，这个，对吧？哎呦，那我先吃了。你先吃嘛，你是客人嘛，对吧？你先吃，完了新郎官在后头吃啊。好吃这个，好吃吧？Alors que nous nous demandons encore quelle est la relation entre le sac à dos et la cérémonie de mariage, le groupe qui accueille la mariée est déjà arrivé devant la porte. Les parents du marié et l'intermédiaire l'attendent depuis longtemps. La coutume ancienne d'accueil de la mariée se transmet de génération en génération et elle exprime les vœux aux nouveaux mariés pour leur nouvelle vie. Après la cérémonie de prosternement envers le ciel et la terre, ils sont allés à la cuisine avec leurs parents et cèdent le rôle principal à l'intermédiaire. Selon les coutumes des trous, on change des chansons de remerciements autour de l'intermédiaire et les parents du marié le nourrissent de farine sautée et collent du beurre sur son front, ce qui exprime leur remerciement envers l'intermédiaire pour ses efforts dans l'organisation du mariage. La farine sautée et le beurre, ces deux aliments spéciaux, témoignent que les trous sont les héritiers de la culture nomade et aussi de la culture sédentaire et agricole. Après que la mariée est entrée dans la cuisine, la mère du marié prend à la main un rouleau à pâte attaché d'un fil de soie rouge et dit à la mariée qui est assise devant le four « Mariée, mariée, tu dois retenir qu'il ne faut pas parler des affaires de la famille aux autres et qu'il ne faut pas se mêler des affaires d'autrui. Garde tes lèvres cousues pour éviter les ennuis. » La mariée hoche la tête en signe d'approbation et boit du thé au lait donné par sa belle-mère, ce qui signifie qu'elle va donner naissance à des bébés. Le sac à dos est enfin cuit et c'est au tour du marié de passer l'épreuve. C'est le sac à dos préparé par la mariée et la farce d'ortie à l'intérieur doit être une pâte légère, mi-crue. Le marié doit tout manger et ne pas laisser de farce tomber sur ses vêtements. Comme ça, il réussira l'épreuve. C'est pour savoir si le nouveau gendre est intelligent et s'il pourra tolérer les fautes commises par sa femme dans la vie à venir. Pour le nouveau couple, la nouvelle vie peut alors enfin commencer. La fête de Nadoun est célébrée année après année dans le bourg de Gwanting. À cause de leurs vêtements colorés et de leurs coutumes variées, les trous sont nommés l'ethnie arc-en-ciel. Les trous n'ont pas leur propre écriture, mais depuis des siècles, ils écrivent leur propre histoire à travers la fête de Nadoun et perpétuent l'héritage de ce bol de nouilles. Les temples des différentes régions de Chine sont composés généralement de grands pavillons et de salles imposantes. D'habitude, le premier grand édifice, après le portique du temple, est dénommé pavillon Maharaja, qui abrite au milieu de la salle la gigantesque effigie bedonnante et souriante du Bouddha Maitreya. Le bouddhisme vénère le Bouddha et aussi les bodhisattvas qui se décident à devenir Bouddha. Maitreya est l'un des plus importants personnages des bodhisattvas bouddhiques. Il y a 2000 ans, la foi en bodhisattva fut introduite en Chine avec le bouddhisme, depuis l'Inde. Sur cette terre, cette foi commença sa sinisation. La grotte 275, dont les travaux de percée ont débuté au 5e siècle, est la plus ancienne du genre à Dunhuang. On a érigé une effigie colossale du bodhisattva Maitreya assis. Elle a les pieds croisés, le torse presque nu, sa robe, qui la moule bien, est de style indien. Les premières effigies du bodhisattva Maitreya apparues en Chine se présentaient généralement dans une position assise, avec les pieds croisés, avec la couronne et le collier bouddhique. De telles effigies portent très peu de traces de la sinisation. Le changement fondamental dans l'image de Maitreya intervint au Xe siècle.
Comme le moine sac de toile, Chitse était reconnu comme étant la réincarnation du bodhisattva Maitreya, les gens créèrent sur cette base la nouvelle figure du bodhisattva Maitreya, bedonnant et souriant. Au XIVe siècle, l'empereur Zhou Yuanzhang de la dynastie des Ming ordonna au temple du pays d'adorer le Bouddha bedonnant Maitreya. Depuis lors, les différentes figures de Maitreya laissèrent place à cette image du moine sac de toile, et celle-ci, que nous connaissons aujourd'hui, fut ainsi cristallisée. La substitution des précédentes figures de Maitreya par celle du moine sac de toile fut un grand changement dans le processus de sinisation des figures bouddhiques. Parallèlement à cette évolution, il y eut aussi le phénomène de laïcisation et d'adaptation locale à la fois en Maitreya. Maitreya signifie, selon les textes bouddhiques, le bienveillant, qui symbolise la joie et le bonheur. Le passage de l'image grave de Maitreya, doré au perché en Inde, à un être humain ordinaire en la personne du moine sac de toile en Chine, ce Bouddha Maitreya souriant qui fait face à la vie positivement transmet ce message de jouissance. Un monde joyeux, merveilleux pourra se réaliser en ce monde humain rien qu'avec les propres efforts des êtres humains. Aujourd'hui, le pays natal, fond-roi du moine sac de toile, est devenu le centre de rayonnement de la culture de Maitreya. Le moine sac de toile, personnage clé dans la sinisation de la foi en Maitreya, est aussi admiré et apprécié dans le monde entier. Au Japon, comme en Inde, Maitreya, sac de toile, qui est la bonhomie même, est adoré comme le dieu de la fortune. L'image du Bouddha Maitreya et la culture qu'il représente pénétrèrent progressivement dans le monde laïque en Chine, tout en incorporant une touche de laïcité au saint lieu imposant du bouddhisme. Le Bouddha Maitreya, souriant et bedonnant, manifestation de l'idéal des Chinois pour le Bouddha, a été diffusé dans le monde entier en tant que symbole du bouddhisme chinois.